Quelle est ta vision de la santé? Quelle est ta vision de la maladie? C'est un thème que j'ai abordé dans une conférence qui s'appelle Santé et création. Qui est disponible sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Donc merci Alexis. Alexis a fait un montage audio avec les images du PowerPoint. Donc on a une vidéo là-dessus. Donc effectivement dans cette conférence j'aborde les différents points de vue concernant la santé, à savoir que nous avons une approche de la santé qui est assez réductive, à savoir que si l'on pose, je pense, sur 10 personnes dans la rue, on pose la question qu'est-ce que c'est pour vous la santé? Eh bien, en général, la vision habituelle des gens, c'est que je suis en pleine santé, pleine, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai la santé si je ne suis pas malade. Donc, c'est une perception qui repose sur la négation, en fait. Pour moi, être en pleine santé ou avoir la santé, c'est de ne pas être malade. Si l'on s'intéresse à un point de vue énergétique de la santé, eh bien, quelque part, l'énergétique, lui, pense les choses plus en termes de circulation. C'est-à-dire que, quelque part, j'ai la santé si mes énergies circulent bien, si je me sens dans une certaine dynamique, si ça respire bien en moi, si je respire bien, voilà. Si je pose la question quel est le point de vue médical de la santé, eh bien le point de vue médical de la santé, lui, va avoir comme référence de santé des choses qui sont relatives à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire des moyennes, car nous savons qu'il n'y a pas de linéarité dans le vivant, rien n'est linéaire, nous avons des fluctuations qui sont des sinusoïdes comme ça. Par exemple, si on regarde notre taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, eh bien notre glycémie n'est absolument pas linéaire. Nous passons notre temps à être en hypoglycémie et à passer en hyperglycémie selon la période de la journée. Et ces fluctuations, donc, de ces fluctuations, on peut tirer donc une moyenne, et cette moyenne, c'est la glycémie de référence. Cette glycémie de référence, c'est comme toutes les références quand on fait une prise de sang. On va regarder donc la moyenne du taux de glucose, la moyenne du taux de fer, du taux de minéraux. On va regarder une moyenne de plaquettes, une moyenne de globules rouges, une moyenne de globules blancs, etc. Donc la science occidentale et donc la médecine se réfère concernant la santé à des moyennes. À quelque chose d'assez figé, contrairement à la médecine énergétique ou à la perception énergétique qui, elle, est beaucoup plus dans quelque chose du registre de la circulation. Lorsque, comme d'autres praticiens, on a une vision plus large de la santé, on se rend compte que, quelque part, dans notre chemin de vie, on finit par introduire une dimension de conscience, à savoir que, de mon point de vue, à l'heure d'aujourd'hui, la santé n'est pas tant une histoire physique, de matière, n'est pas tant une histoire d'énergie qu'une histoire de conscience. Et je pense très intimement que la médecine de demain est une médecine de la conscience, individuelle et collective. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est être au mieux que l'on peut en résonance avec la dimension unitaire du vivant, donc avec notre dimension de conscience, qui ne nous sépare pas de l'ensemble du vivant. Et pour moi, nous devenons malades plus nous nous coupons de cette résonance-là ou plus nous nous en éloignons. Je vais poser une question qui, moi, va m'être très très évidente. Du coup, quand on vit en ville, on est forcément un peu plus coupé du vivant. On est forcément un peu plus coupé du vivant. Donc plus malade. Donc plus malade. Le mode de vie citadin a sa richesse, et je l'apprécie pour ses richesses. Globalement, il a tendance à être plus malade, car on fait sien un environnement qui n'est pas un environnement naturel. Alors le propos n'est pas de redevenir des Robinson, le propos c'est d'arriver à rééquilibrer et réintroduire le rapport à la nature vraie, incarnée, dans notre vie citadine, ce qui est une tendance fort heureusement écologique à l'heure d'aujourd'hui dans la dynamique des villes
beaucoup de gens s'interrogent pour avoir des habitats plus sains, plus en relation avec la nature, avoir un environnement naturel citadin où la présence de la nature, nous n'en soyons plus coupés. Donc ça, c'est absolument essentiel. Après, le vivant, c'est peut-être pas que la nature non plus. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui sont prompts à tomber malades, qui vivent à la campagne. Bien sûr, bien sûr. Il s'agit, c'est pas parce qu'on la côtoie, c'est pas parce qu'on la côtoie au quotidien, la nature, qu'on est en résonance avec. D'accord. Donc, tout est là. Et il y a bien sûr parmi les citadins des gens qui gardent une connexion au vivant parce que je vais aller dans un parc, parce que je vais être en résonance avec la beauté de ces arbres qui d'ailleurs en ville, nous avons la chance en Europe en tous les cas d'avoir des très beaux parcs où ont été préservés des arbres centenaires. J'ai beaucoup de joie à aller dans ces parcs pour cette beauté là, et d'entrer en résonance. Je suis particulièrement sensible aux arbres, mais d'entrer en résonance avec des arbres magnifiques mis en valeur par tout un environnement et auprès desquels d'ailleurs les gens recherchent un retour à une forme de sérénité et qui donc ont cette aura. Et donc il y a bien sûr en ville des gens qui ont cette conscience de garder cette résonance à la nature et des gens qui en sont coupés, mais nous retrouvons la même chose en milieu rural. On peut avoir des gens qui même ont une relation à la nature dans leur travail et qui en sont coupés parce qu'ils ne sont pas suffisamment en résonance, trop mécanique, trop et coupés d'une résonance empathique, vibratoire et empathique. L'alimentation aussi peut être un moyen de rester en contact avec le vivant. Évidemment, merci de le suggérer, bien sûr. C'est la raison pour laquelle certains régimes alimentaires proposent une alimentation sur le cru. Manger des aliments crus permet d'être en résonance vivante. Alors les gens qui sont par exemple de culture yogique vont dire en résonance pranique, car tout aliment vivant a cette vibration énergétique que l'on appelle le prana et qui donc nous nourrit. Et certains disent d'ailleurs, notamment les personnes qui décident de ne plus manger, nous disent que c'est la source d'énergie principale et qu'elle peut même supplanter l'énergie matière, ce que je relativiserai, mais voilà. Donc cette énergie pranique nous est tout à fait essentielle et on peut la retrouver par le biais de l'alimentation en étant citadin ou non, l'alimentation crue apporte ça. Et d'ailleurs, végétarien ou non, effectivement, pour les personnes qui mangent de la viande et qui ont instinctivement cette recherche de résonance, le conseil que je donne, c'est de manger la viande la moins cuite possible. Pour cette même raison. Et ta vision de la maladie, du coup, tu me diras, c'est l'envers de ce que tu viens de dire. C'est d'être déconnecté, c'est de la déconnexion à la vie qui commence à introduire le... Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire dès que commence la déconnexion empathique, donc de conscience, au vivant, pour moi, c'est déjà un début de maladie individuelle et collective. Sans pour forcément avoir de manifestations pathologiques. Mais où commence la pathologie? Personne ne saurait le dire. La médecine va dire c'est pathologique à partir du moment où on est en dessous de cette norme, de cette moyenne, de ce taux de cellules, ou là, trop de cellules. Mais en fait, où commence? Et c'est là où le travail sur le ressenti est absolument essentiel, en fait. Car plus on retrouve de ressenti, plus on affine son ressenti, plus on retrouve de richesse de ressenti, et plus on se rend compte combien on en était éloigné, et donc quelque part malade. Alors, autre question, autre thématique, encore une fois, excuse-moi, un peu large, qui ont été suggérées, c'est la thématique de l'immunité. L'immunité, le rejet, sur un plan énergétique et ou sur un plan biologique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose Alors, bien sûr, j'adore ce thème. En tant que biologiste de formation, j'ai beaucoup aimé le travail sur le système immunitaire. Donc, je précise juste, donc, j'ai fait des études de biologie. Dans ces études, donc, j'ai étudié le règne animal, le règne végétal, un petit peu de géologie.
Autrement dit, j'ai fait de la biologie et de la physiologie animale, de la biologie et de la physiologie végétale, différentes disciplines en matière de géologie. Et en troisième cycle, donc, j'ai souhaité me spécialiser en physiologie animale, c'est-à-dire le fonctionnement des organismes vivants, physionomie animale et donc humaine, d'accord, et en biologie cellulaire, c'était mes deux spécialités. Donc, lorsqu'on s'intéresse au fonctionnement de l'organisme, en physiologie, on regroupe le fonctionnement de l'organisme en fonctions. Donc il y a ce qu'on appelle, tout le monde connaît ces notions-là, l'appareil respiratoire, l'appareil sexuel, donc en appareil, c'est-à-dire des groupements d'organes qui ont pour but d'assurer une même fonction physiologique. Et donc l'immunité est une fonction à part entière. C'est une discipline qui m'a plus particulièrement intéressée, avec la biologie de la reproduction. Ce sont les deux disciplines qui m'ont intéressée. Et je reste sous l'empreinte de cette formation en biologie, car j'ai pu me rendre compte combien mon intérêt pour le thème de l'immunité avait à voir, alors que j'étais jeune, j'avais entre 20 et 25 ans, je ne connaissais pas, j'en ai le double maintenant, avait à voir avec la dimension de conscience en fait. Tout simplement de par la définition même de l'immunité. C'est-à-dire, il y a une idée répandue de l'immunité qui est fausse. À savoir que si on pose la question dans la rue à 10 personnes, qu'est-ce que c'est pour vous l'immunité? Qu'est-ce que c'est pour toi l'immunité? J'étais très mauvais en biologie, mais je dirais la capacité du corps à garder une forme d'intégrité et pas se faire... de garder sa constitution sans se faire attaquer. Sans se faire attaquer. Par l'extérieur, des traumatismes ou des êtres extérieurs. D'accord. Alors en fait, bon, ma question tombe pas sur le bon interlocuteur parce que tu m'as déjà entendu répéter plusieurs fois la définition de l'immunité. Donc forcément, même si tu n'en as pas une mémoire précise, ta perception de l'immunité ou ta conception de l'immunité a évolué. Elle a dû s'affiner ces dernières années à ton contact. Elle s'est affinée. Toujours est-il que la réponse qu'on a en général et que j'ai eue en classe quand j'abordais le thème de l'immunité, car l'immunité est abordée, à l'époque elle était abordée beaucoup en terminale, que c'était mes premières prises de contact. Est-ce que c'est pour vous l'immunité? On commence par de ce qu'on connaît. C'est la défense. De ce qu'on croit connaître. Voilà. La réponse la plus répandue, c'est les défenses de l'organisme. Or, lorsque on connaît la définition biologique de l'immunité, en fait, elle est très différente. Elle n'emploie pas le mot défense. La définition de l'immunité, c'est le maintien de l'intégrité du soi. Donc, l'immunité, c'est la fonction biologique, physiologique, qui consiste à maintenir l'intégrité du soi. Alors déjà, le mot défense n'est pas présent, même si ensuite, en immunologie, on peut parler de défense de l'organisme. Et ce qui est important, c'est maintenir une intégrité. Dans maintenir une intégrité, il n'y a pas forcément une notion de combat ou de violence. Et ce qui est étonnant, c'est que l'intégrité du soi, c'est-à-dire que la biologie définit notre identité comme étant notre soi, et notre soi est défini par des molécules qui sont des protéines, et qui sont des protéines qui sont un mélange de protéines qui font notre carte d'identité cellulaire, ces protéines étant à la surface de la membrane des cellules. Et donc c'est ce qui fait que tes cellules, de toi, Alexis, en fait, vont être différentes de mes cellules, de moi, Caroline, et que si on les met en contact, elles vont se reconnaître comme étant différentes, parce que toi, tu as un patchwork de protéines, un mélange de protéines qui n'est pas le même que le mien. Voilà. Et qui vont dire, ça c'est, moi je suis cellule d'Alexis et moi je suis cellule de Caroline. C'est ce qui fait qu'une greffe, et il est fort probable qu'une greffe entre nous soit pas possible, parce que nos cellules vont se reconnaître comme étant différentes, et elles vont vouloir maintenir l'intégrité de leur nature, et donc de reconnaître l'autre comme étant étranger. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans la dimension de la conscience, en fait, je utilise le mot soi
avec un S majuscule, il est d'ailleurs dans mes écrits, dans Triptyque ou dans Petite Étoile, le mot soi, avec un S majuscule, je l'utilise pour parler de notre relation ou de notre dimension de conscience individuelle. Je dis notre soi. Et donc, maintenir l'intégrité du soi d'un point de vue biologique, c'est-à-dire l'intégrité de mon identité cellulaire, et maintenir l'intégrité de mon soi, c'est-à-dire de ma dimension de conscience, en fait, voilà. Pour moi, c'est ma définition de l'immunité à l'heure d'aujourd'hui. Donc, elle est largement au-delà de mon corps physique, puisqu'elle va jusqu'à ma dimension de conscience. Donc, pour moi, l'immunité, c'est ça, c'est maintenir ma dynamique incarnée dans son intégrité de ma dimension de conscience. Incarné, ça comprend mon corps, ça comprend mes énergies, et ça comprend, quelle que soit l'image qu'on puisse se faire, ou le concept qu'on puisse se faire de la conscience. Ça amène à la question associée qui était ta vision, encore une fois biologique et ou énergétique, du rejet et de la tolérance. Pour pouvoir maintenir l'intégrité du soi, ça veut aussi dire savoir gérer une forme d'acceptation et de tolérance des énergies polluantes, ou de savoir les rejeter. Alors, effectivement, les mots-clés de rejet et de tolérance sont des mots importants sur lesquels j'aurais peut-être des choses intéressantes à dire, car de la même façon que quand on parle de conscience, nous avons, vous connaissez mon terme sur les amalgames, c'est-à-dire des choses qu'on assimile comme faisant partie du même thème, alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas. Je parle également d'amalgames en termes également de sensations, des sensations proches, qu'on peut considérer comme faisant partie de la même chose et qui n'en sont pas. Par exemple, une sensation sucrée liée à un sucre naturel et une sensation sucrée liée à un édulcorant, même sensation, deux produits différents. Quand on parle de la conscience, on assimile souvent la conscience sans s'en rendre compte à notre conditionnement par moralité relatif à la bonne et à la mauvaise conscience. Et ça nous rattrape très très souvent, sans s'en rendre compte. Parfois on assimile la conscience à la moralité, ce qui pour moi sont deux registres très différents. Et comme j'aime parfois avoir des phrases un peu choc pour mettre les pieds dans le plat ou sauter à pieds joints dans la flaque, je dis souvent qu'à un moment donné, lorsque l'on fait un travail d'expérience de plus en plus avancé dans le registre de la conscience, on est amené à faire l'expérience que on peut être amené à enfreindre la moralité par conscience. Est-ce que tu pourrais donner un exemple ? Et que ça pourrait être un acte, une nécessité de conscience. Oui. Oui, je vais donner un exemple, et notamment dans le cadre des mots que tu as prononcés, c'est-à-dire le mot tolérance, en fait. Par moralité, nous sommes conditionnés à la tolérance. Je me suis rendu compte dans mon chemin de vie, en fait, que tout le monde n'a pas la même tolérance, même si on a tous été éduqués à la même moralité, et que je ne sais pas pour quelle raison, et peu importe, je fais partie des personnes qui ont plus de marge de tolérance que d'autres. Et ce trait de caractère m'a, à un moment donné, j'ai pris conscience desservi. Et notamment, j'en suis venue à la prise de conscience que par tolérance, je finissais par accepter des choses qui nuisaient à l'intégrité de mon soi. C'est-à-dire, je pouvais accepter des choses qui pouvaient nuire à mon intégrité physique, énergétique et j'oserais dire spirituelle. Et je me suis rendu compte également que dans mon travail d'accompagnement, j'ai été amenée beaucoup à travailler avec des personnes qui ont vécu des abus de non-respect à leur intégrité, non-respect verbal, non-respect physique, et j'ai pu découvrir après, par mon travail intérieur, non-respect énergétique, car tout ce qui existe sur le plan physique existe sur le plan énergétique, et qu'il existe aussi des agressions énergétiques dont on ne voit pas trace. Je mets là-dedans des personnes qui ont vécu des abus sexuels, des viols, des choses comme ça, beaucoup de femmes. Et je me suis rendu compte que le collectif des femmes qui ont vécu ce type d'abus
alors je dis des femmes parce que j'ai vécu plus de groupes avec des femmes qu'avec des présences masculines, mais c'est évidemment valable pour des personnes de sexe masculin qui ont vécu des abus sexuels. Il y a, de par cette expérience, en fait, une inhibition totale de la fonction de rejet. Et donc, dans mon travail d'accompagnement, pour l'avoir vécu à titre personnel, j'ai dû reconquérir le territoire du rejet, c'est-à-dire m'autoriser le rejet. C'est-à-dire faire, du coup, prendre sur ma moralité, c'est-à-dire, si je manifeste du rejet, c'est pas bien. Si je manifeste du rejet, on va pas m'aimer. Donc et également de dépasser une inhibition qui était enregistrée de par mon vécu lié à mon histoire, donc de m'autoriser le rejet, première chose. Ça a été une première étape. Rejet verbal, rejet physique, 2 étapes. Donc on a, comme ça, quand on reconquiert du terrain, des actes à poser. Alors, d'une part, il faut arriver à reconquérir ce territoire en exercice. Je le fais donc dans le travail d'accompagnement en interaction de groupe, d'accord ? Donc s'autoriser de façon ludique, de façon interactive, de façon à ce que ça rentre dans le fonctionnement normal, car ce sont des fonctions normales, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans la nature. Et même dans les foyers, si vous avez des chats, des chiens, voilà, essayez d'introduire un nouveau chat dans un territoire où il y a déjà un chat. J'aime autant dire que lui, il ne se pose pas la question du rejet. Hein. Il est là. Il ne se pose pas la question morale du rejet. Hein, il ne se pose pas la question morale du rejet. Voilà. Et nous ne devrions pas, dans une certaine mesure, j'ai bien dit dans une certaine mesure, nous ne devrions pas nous poser la question. Donc, il y a quelque chose du registre de l'instinct et du registre donc du bénéfique pour le maintien de l'intégrité du soi, de s'autoriser le rejet, qui, dans notre conditionnement humain, a forcément ses formes verbales et forcément ses formes physiques. À l'extrême, donc, je dois pouvoir repousser loin de moi, avec force et persuasion, quelque chose que je considère comme nocif à mon intégrité. Donc j'ai dû poser des actes, pour ma part, qui ont été extrêmement difficiles, de ce registre, en accompagnant les gens. Donc je me suis rendu compte que d'une part, donc, il fallait s'autoriser le rejet, et ensuite, donc, je me suis rendu compte combien notre conditionnement moral à la tolérance, comme étant même un idéal de réalisation de l'humanité, était quelque part à un moment donné incompatible avec une démarche de conscience et donc de maintien de l'intégrité du soi dans sa globalité. Et donc, j'ai dû poser des actes qui ont été vraiment majeurs dans le cadre de mon travail intérieur, de faire effraction à ma morale, à mon éthique, mais de la faire effraction en conscience. C'est là où est toute la différence. Faire effraction en conscience, de telle façon à moi dépasser des limites que je me mets, d'accord, dans mon évolution. Et donc, qu'est-ce que je peux relater par rapport à ça? Parce qu'il faut toujours du concret. Lorsque j'étais donc en travail intérieur, j'ai fait cette expérience extrêmement éprouvante pour moi, en totale ouverture de conscience, dans mon jardin, alors que c'était en plein été, que j'avais mes voisins de l'autre côté de la haie, qui profitaient d'un moment en famille, agréable, par beau temps, d'un repas à l'extérieur. Et j'ai été traversée par cette nécessité, dans le processus dans lequel j'étais, de faire effraction à ma perception morale et éthique sous une forme verbale, qui est très concrètement que je me suis mise à insulter mon voisin. Je l'ai insulté sans raison, violemment, c'est-à-dire avec véhémence, décibels dans ma voix. Je m'y suis reprise à 3 fois pour être sûre que ce soit vraiment fait, l'effraction soit majeure. Et comme j'étais en pleine ouverture de conscience, j'ai dû très vite quitter mon jardin, aller méditer, de par le bouleversement que ça m'a fait, ça a été extrêmement perturbant. J'ai géré donc à la fois le stress que cet acte de conscience a généré dans ce que ça bousculait à l'intérieur de moi, et ensuite les conséquences en termes d'ouverture, et j'ose le dire en termes d'ouverture. Concrètement, dans ma dimension de voisine, j'ai toujours eu l'inquiétude de cet acte que j'avais posé, et
dans l'année qui a suivi, donc bien après, parce que j'avais mauvaise conscience et que j'étais aussi inquiète des conséquences de cet acte que j'avais posé, bien que dans mon travail intérieur, j'ai pu en voir les conséquences pour moi en termes d'ouverture et de cohérence, ce qui peut paraître tout à fait paradoxal, j'avais quand même un doute concernant mon voisin et la globalité de cette expérience. Est-ce que vraiment cette ouverture était partagée et comment c'était possible avec un acte pareil, sachant que je l'ai insulté, en plus la nature même de l'insulte était intolérable, totalement intolérable, parce que dans le registre des insultes, c'était vraiment très très violent. En plus, une insulte comme tout le monde, j'ai un certain lexique, me paraissait totalement inaccessible. Donc je l'ai fait. Et dans l'année qui a suivi, parce que j'avais mauvaise conscience, parce que j'étais inquiète de ce que j'avais pu impacter, je me suis dit mais comment je vais faire? Est-ce que je vais aller les voir? Est-ce que je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'ai fait un courrier. Et donc j'ai fait un courrier à mes voisins et j'ai utilisé ce que certains appellent une tricherie sacrée, c'est-à-dire j'ai un petit peu menti. Je n'ai pas pu dire que je l'avais insulté en conscience dans le cadre d'un travail d'ouverture de conscience. Ça me paraissait irrecevable. Donc j'ai dit que j'avais passé des moments très difficiles et que j'étais désolée que certains États m'avaient échappé et qu'ils en aient fait les frais. Donc je l'ai dit avec autant d'honnêteté possible, voilà, je fais comme j'ai pu. Et puis voilà, j'ai déposé cette lettre dans la boîte aux lettres. Et à ma grande surprise, donc, le lendemain ou le jour même, je ne me souviens plus, le téléphone sonne. Je décroche le téléphone et j'entends « Allô, bonjour, je suis Madame Machin », qui ne disait rien a priori alors que c'était ma plus proche voisine. Elle dit « Mais je suis votre voisine ». Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis contente de vous entendre. Vous avez donc reçu mon courrier? Elle me dit oui. Et je vous en remercie. C'est très gentil à vous. Je lui ai dit, écoutez, j'étais vraiment très très inquiète de ce que mon état a pu générer par cette effraction, tout ça. Et elle me dit, mais vous savez, ça nous a beaucoup rassuré votre courrier, parce qu'en fait, je peux vous rassurer, nous ça va très bien, mais en fait on s'est fait beaucoup de soucis pour vous. On était surtout inquiets pour vous. C'est-à-dire que ces voisins, avec qui je n'avais pas de relation intime, d'amitié, mais avec lesquels on avait une relation de sympathie, tout à fait distante, chacun chez soi, parce que c'était violent, parce que c'était pas dans ma nature, parce que visiblement j'avais pété un câble, ils se sont dit la voisine elle va pas bien, et ils étaient inquiets pour moi parce que je vivais seule et que c'était des bons voisins. Voilà. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce qui s'est passé dans l'énergie ou à mon interprétation? C'est que ton besoin d'immunité, ton besoin d'intégrité avait besoin je ne saurais pas comment le dire en fait. Est-ce que toi tu pourrais essayer de le reformuler ou de le résumer? Je comprends que ce soit difficilement accessible. Alors, je vais essayer d'être plus claire. Donc, déjà, on va être très concret. Ce voisin qui ne m'avait jamais rien fait et qui était des gens adorables, que je connaissais à peine, mais j'étais quand même là depuis 9 ans, voilà, je l'ai traité d'espèce d'enculé. Un truc, mais même sortir ce mot de ma bouche, c'était un truc mais contre nature. Contre nature, compte tenu de mon rapport à la sexualité, de mon rapport... voilà, c'était vraiment un truc contre nature. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bénéfique dans cette expérience? Il y a d'une part d'avoir fait l'expérience et la vie est bien faite, j'avais cet acte à poser en conscience, j'étais entourée vibratoirement pour ça, et il se trouve qu'effectivement c'était le bon moment, la bonne personne, car cette personne-là, contrairement à ce que j'aurais pu craindre en fait, n'a pas été blessée ni altérée, elle a juste été surprise et inquiète. Donc déjà, ça veut dire que dans le cadre d'un acte posé en conscience, et j'étais dans un processus très particulier, j'étais entourée d'énergie qui accompagnait mes caps, et j'avais un cap à passer, tout était là pour que ça puisse être le bon... c'était la bonne personne, c'était le bon moment, Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir de bénéfique là-dedans? Donc d'une part, déjà d'avoir fait l'expérience que cette personne n'a pas été blessée. Donc ça, j'étais rassurée. Ensuite, j'ai enfreint ma moralité. La moralité, c'est tu ne vas pas insulter ce qui est un viol verbal, surtout avec ce terme.
c'est le terme enculé, c'est le maximum de la soumission sexuelle. Donc tu ne vas pas volontairement, consciemment au sens de la moralité, insulter ton voisin qui t'a rien fait. Donc j'ai fait effraction à ma moralité. J'ai fait effraction à mon éthique, qui est un sens plus global, qui est une extension à la globalité. En quoi c'est important? Eh bien, je sais que ça va surprendre certaines personnes, mais notre moralité et notre éthique sont des systèmes qui, à un moment donné, dans un travail de conscience, sont des systèmes qui peuvent être enfermants. Et de dépasser cette limite-là est une limite aussi vibratoire qui permet de faire d'autres expériences, en fait. Et notamment de dépasser la notion de bien et de mal. C'est-à-dire que dans toute expérience de conscience, il y a de dépasser une dualité. Or, la moralité et l'éthique, quelque part, nous ramènent à un moment donné à des formes de dualité qu'il est nécessaire de dépasser. Et il se trouve que dans le processus qui était le mien, sous la forme qui était la mienne, et je ne dis pas que c'est reproductible, comme une recette de cuisine. Mais en tous les cas, à ce moment-là, pour moi, et par rapport aux limites que j'avais à dépasser, c'est passé par cet acte-là. Et d'avoir dépassé cette censure, cette limite, d'accord, m'a permis de passer à d'autres registres et de dépasser une forme de dualité extrêmement présente en termes de nuisibilité, peur de nuire à l'autre. Donc de travailler sur ma propre dualité, peur de nuire à l'autre, et aussi refus de nuire à l'autre. Or, refus de nuire à l'autre nous ramène à la tolérance. C'est-à-dire, combien de fois, par conditionnement moral et par conditionnement de tolérance, en fait, je vais refuser un acte qui maintient l'intégrité de mon soi par refus de nuire à l'autre. À un moment donné, si je suis agressée verbalement, si je suis agressée physiquement, si je suis agressée énergétiquement, il est nécessaire que je mobilise mon rejet, que j'accepte de nuire à l'autre pour maintenir mon intégrité du soi. C'est la limite qu'il faut savoir dépasser. Et à un moment donné, dans un travail d'évolution de conscience, et je dis bien d'évolution de conscience, on est obligé de poser des actes en conscience de ce registre-là. Et donc, en ce qui me concerne, et je viens de loin sur ce terrain-là en termes d'inhibition, j'ai dû gagner du terrain sur le fait de manifester des rejets, verbalement, physiquement, et d'accepter de nuire à l'autre. Parce que, à un moment donné, si je veux maintenir l'intégrité du soi, et si l'autre, lui, me nuit, en fait, je n'ai pas d'autre solution. Est-ce que vous croyez que le chat, lui, se pose pas la question quand il donne un coup de patte, si ça va nuire à l'autre? Il donne un coup de patte. Oui, il en a besoin pour maintenir son intégrité. Et oui. Or, par moralité, je peux m'être conditionnée, et même de moi à moi, d'accord, de refuser de nuire à l'autre parce qu'on m'a nui. Oui, ce que je trouvais très interpellant avec l'exemple que tu as donné avec ton voisin, c'est que pour pouvoir te tester quelque part, tu es allé, pour aller tester tes limites et dépasser les barrières de la moralité, tu es allé insulter quelqu'un qui t'avait rien fait. Tu aurais pu aller insulter quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Oui. Donc c'était l'extrême. Ouais, c'était l'extrême. Je tiens à dire que j'étais dans un processus de conscience, que j'étais énergétiquement accompagnée, d'accord, par des présences liées à mon chemin de vie, et que ça m'est pas venu comme ça, comme une idée. Ça m'est venu à un moment donné, comme une nécessité. Et donc, dans les recettes très simples, dans la vie de tous les jours, ça veut dire qu'il faut savoir oser dire « tu me fais chier ». Je dis que c'est une de mes recettes qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Et dans le vocabulaire, et attention, ceci est très savamment dosé, dire « tu me fais chier »,« tu m'emmerdes » sont deux choses différentes. Éviter « tu m'emmerdes » pour des raisons très évidentes. Tu m'emmerdes, ça veut dire « j'accumule ». Pardon. D'accord? Tu me fais chier, j'élimine. Donc, en conscience, vous utilisez la phrase « tu me fais chier », d'accord? Rejet verbal, je la conseille. Je la conseille. Et ça peut paraître comme ça une recette qui fait sourire et facile, mais en situation familiale, en situation de travail, en situation où effectivement la personne à qui ça s'adresse, c'est une recette nécessaire, eh bien vous allez voir, si ça aussi vous êtes concerné, que sortir le « tu me fais chier » en situation où c'est vraiment nécessaire n'est pas si facile que ça.
il y a un enjeu. Et donc on gagne du terrain comme ça parce qu'il faut toujours poser du concret. On va peut-être pas s'arrêter sur tu me fais chier parce que c'est quand même un... On a une dernière question sur la thématique de la santé qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus précise. Donc je vais te laisser faire le pont toi-même. C'est sur les menstruations, les règles, le sens que ça peut prendre énergétiquement chez la femme. Si je précise un peu, pourquoi les règles? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux? Est-ce que ça a un sens énergétique qu'on n'a pas forcément à l'esprit? Alors, c'est un vaste thème qui, évidemment, en tant que femme, a beaucoup attiré mon attention, d'autant plus que je fais partie d'un collectif de femmes pour qui les menstruations ont été extrêmement douloureuses jusqu'il y a quelques années, donc on va dire pendant 35 ans. Et donc forcément j'y suis revenue de façon périodique sous différentes formes pour d'une part trouver des solutions. Et dans le cadre de mon travail de conscience, eh bien j'ai contacté le fait que les menstruations probablement sont liées à une perte de vitalité de notre espèce. C'est-à-dire que je pense que nos cycles et donc nos chaleurs, excusez-moi de parler en termes animaux, mais devraient se passer de façon beaucoup plus soft, avec beaucoup moins de pertes. Et lorsque j'ai travaillé sur le collectif des menstruations, je me suis rendu compte que le collectif des menstruations était relié, le collectif féminin était relié à la perte. Alors, perte de vie humaine, et qu'il y a un impact direct dans l'histoire de l'humanité, il y a un impact direct de l'histoire de l'humanité et des guerres sur les menstruations et le vécu des menstruations par les femmes dans notre collectif humain. Car les guerres, il y en a eu partout, il y a eu des pertes de vie vécues dans toutes les familles, qui sont douloureuses, vécues comme étant injustes, incohérentes, pour des idéologies, voilà. Et que cette souffrance qui a sa place dans les généalogies, qui a sa place culturelle, familiale, culturelle et collective à la dimension même de notre espèce, cette souffrance a un impact sur les menstruations. Donc les menstruations, avec tout ce que ça comprend de douloureux, de souffrants, voire de pathologiques, notamment les souffrances d'endométriose, etc., sont liées à des problématiques liées à la perte de vie au foyer. Et donc on peut le voir sous toutes ses formes, à titre individuel et généalogique et collectif. Donc de mon point de vue, pour essayer d'être plus clair, de mon point de vue, le vécu des règles chez les femmes ne devrait pas être ce qu'il est, c'est-à-dire il devrait être beaucoup plus soft, voire peut-être même pas de perte de sang, et surtout pas de douloureux. Donc ça c'est mon expérience. Par ailleurs, le collectif féminin a tout à fait en conscience que nous perdons beaucoup d'énergie, soit en période prémenstruelle, soit en période menstruelle, soit les deux et légèrement avec un décalage. Donc en gros, le processus des règles nous fait perdre beaucoup d'énergie. Ceci est une réalité collective, d'accord ? Et cette perte d'énergie n'est pas normale. Nous ne devrions pas, en lien avec ce processus biologique, nous ne devrions pas avoir cette perte d'énergie. Cette perte d'énergie est liée au vécu humain et a quelque chose à voir avec les pertes de vie et les guerres. Donc une souffrance collective que le corps féminin manifeste, mais qui est une souffrance collective qui concerne les hommes et les femmes. Et donc, il y a tout un travail collectif à faire là-dessus. Je n'en suis qu'à l'ébauche de ce thème-là. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai des développements sur ce sujet. Mais voilà pour les règles. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Complètement. Et du coup, question qui vient juste après, naturellement. Est-ce que tu as des solutions énergétiques pour alléger les règles?
Et je comprends, d'après ce que tu dis, que c'est un collectif tellement puissant que... À l'heure d'aujourd'hui, je n'en ai pas. À l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment au... euh, L'approche de ce travail est vraiment embryonnaire, et puis peut-être que je n'en aurai jamais. C'est pas parce que voilà, je suis pas sûre d'avoir des solutions. Euh, Peut-être un jour je pourrai À témoigner. défaut, tu as des explications, des débuts d'explications. Un début en tous les cas, voilà.